Et dans l'actualité des idées aujourd'hui, comment réhumaniser la justice? Invité Antoine Garapon, magistrat honoraire, secrétaire général de l'Institut des hautes études sur la justice, producteur de l'émission Esprit de justice sur France Culture, ce sera ce soir à 21h, et membre encore, je crois, du comité de rédaction de la revue Esprit. Avec le philosophe Jean Lassègue, il publie Le numérique contre le politique aux presses universitaires de France. 3 ans après Justice digitale, pour lequel on le recevait, ici autour de cette grande table, il montre comment la révolution technologique perturbe aussi l'espace collectif. Alors que la légalité traditionnelle s'ancre dans l'espace, la légalité numérique prétend bénéficier d'une compétence universelle bornée par aucune frontière terrestre. Et ça bouleverse, ça change les lignes. On va en parler. Bonjour Antoine Garapon. Bonjour. Merci à vous d'être avec nous. Vous avez participé, et j'aimerais qu'on ouvre peut-être avec cette question, aux travaux de la commission Sauvé sur les abus sexuels dans l'Église. Vous prenez aujourd'hui la tête d'une commission, la commission Reconnaissance et Réparation des abus sexuels, une commission créée par la Conférence des religieux et religieuses de France. Un mot peut-être d'abord sur cette commission, à quoi correspond-elle? Une autre a été créée en parallèle. Comment on s'y retrouve? Oui, parce que dans l'Église de France, il y a 2 branches. Il y a celle des évêques, des prêtres diocésains, et puis celle des congrégations, des instituts. Et donc, elles n'ont pas eu le même raisonnement et la même attitude vis-à-vis du rapport de la SIAZ. Elles se sont réunies finalement sur un certain nombre de points, mais notre compétence est différente parce qu'on doit aussi s'occuper des majeurs vulnérables, en d'autres termes, les majeurs sous emprise. Qui est très typique des communautés religieuses fermées et des nouvelles communautés aussi. Et puis, ce n'est pas les mêmes mécanismes de réparation juridique et financier, parce que dans un cas, il s'agit des diocèses, et dans l'autre cas, il s'agit des congrégations qui ont des moyens financiers divers. Il y a beaucoup dans la conférence des religieuses et religieux de France, il y a des religieuses qui sont assez peu concernées, dans le fond, par les violences sexuelles. Donc la COREF s'est organisée et m'a confié cette responsabilité qu'on a intitulé Reconnaissance et réparation, précisément pour faire un travail préalable à la réparation financière. Dans l'idée de reconnaissance, il y a d'abord la nécessité de recueillir ces paroles. Ce sera l'étape numéro 1, ou est-ce que les témoignages, les plaintes sont déjà là? Alors, dans certains cas, oui, les personnes ont déjà témoigné à la SIAZ, mais effectivement, l'idée, c'est de faire les choses dans l'ordre. Et l'ordre, c'est de commencer par une reconnaissance de ce qu'elles ont vécu, reconnaissance souvent d'une vie dévastée, parce que le délai d'incubation, si je puis m'exprimer ainsi, avant de révéler un abus sexuel de l'Église, il est entre 35 et 45 ans, donc le temps d'une vie. Et on aborde donc le témoignage différemment, et puis essayer d'imaginer des formes de réparation autres que financières. Et c'est dans le fond, d'après ce que je vois dans les premiers cas qu'on a traités, assez souvent le cas. La commission Sauvé, pour vous, Antoine Garapon, quelle expérience humaine ça a été? Une expérience formidable entre nous d'abord, de la diversité des compétences, diversité des origines, formidable parce que on a entendu des choses terribles, mais on a entendu aussi de très belles histoires, parfois de la bouche de la même personne, et donc c'est une expérience humaine extrêmement intense. Moi j'étais juge des enfants, donc j'ai entendu des histoires horribles pendant longtemps, mais aujourd'hui, à la commission Sauvé, j'entendais des histoires, les mêmes histoires que j'entendais pour des enfants qui étaient toujours enfants, je les entendais 40 ans après. À un moment où ces faits sont prescrits, où les auteurs sont la plupart du temps décédés, donc on ne peut plus rien faire de judiciaire. Et la question qu'il faut se poser, que je continue de me poser d'ailleurs, c'est qu'est-ce qu'on fait quand il ne reste que la parole ? Celle des témoignages, celle des témoins, et comment est-ce qu'on peut soigner par la parole, une parole qui écoute et qui reconnaît. La parole dans un monde de silence, vous le disiez, comme juge des enfants, vous avez longtemps côtoyé cette enfance maltraitée, avec ici une particularité, un milieu particulier où le silence est difficile à briser. Ce matin, chez Guillaume Erner, dans les matins de France Culture, se posait la question de savoir comment enquêter sur la pédocriminalité dans l'Église.
l'Église, avec une comparaison France-États-Unis. Quand l'opacité de cette institution, de l'institution cléricale, est-elle de notoriété publique? On va écouter la réponse de l'invité des matins, Anne Soupa. L'essentiel, c'est la culture du silence qui anime l'Église catholique. Le souci de laver son linge sale en famille, d'avoir des mesures adaptées, dit-on, des mesures douces, et une sorte de méfiance qui est restée très puissante envers la justice civile. L'Église est l'Église est la patrie d'un des premiers droits de l'histoire, le droit canon, et elle reste convaincue que ce droit canon est supérieur à la justice civile. C'est très très présent, ça n'est pas toujours conscientisé, mais ça reste. Voilà les mots d'Anne Soupa. C'est vrai que c'est quand même quelque chose de singulier, de particulier, qu'une institution mette en place déjà son propre régime judiciaire, presque. Alors avant, Anne Soupa disait quelque chose qui nous ramène à la question précédente. Les féministes ont établi un mot que je trouve extrêmement intéressant. En anglais, j'ai pas trouvé silencing. Être réduit au silence. C'est-à-dire, c'est pas un silence uniquement d'enfermement névrotique, c'est un silence auquel on est assigné. Et ce qui a été très intéressant dans la commission Sauvé, c'est de voir comment le silence des victimes répondait, était le produit en quelque sorte du silence de l'Église sur ces questions. Donc il s'agit bien d'une construction, en l'occurrence d'une construction sociale en miroir en quelque sorte. Alors elle a tout à fait raison de dire que le droit romano-canonique est le creuset, la matrice de notre droit, mais notre droit a incroyablement évolué, pas assez le droit canonique. Et donc ce qu'on a vu à la SIAZ, et ce qu'on a écrit d'ailleurs, c'est de montrer à quel point le droit canon était inadapté. Le droit canon, c'est un droit administratif et c'est un droit disciplinaire. C'est pas un droit adapté à la société civile comme aujourd'hui. La victime n'y a aucune place, il n'y a pas de transparence, il n'y a pas de publicité des débats, il n'y a pas de partie civile. Donc pour beaucoup de raisons, il est plus du tout, il ne s'est pas montré à la hauteur pour beaucoup de raisons. Donc on a tenté d'identifier et bon, il y a une réforme qui va dans le bon sens, mais il y a encore beaucoup de travail à faire. Et pourtant, ce que dit l'essayiste, c'est que tout ce qui se joue aujourd'hui découle aussi d'une méfiance à l'égard de l'institution judiciaire, de la justice civile. Comment elle s'explique? C'est plus qu'une méfiance, c'est le sentiment d'être une institution divine qui s'accepte de l'ordre civil et qu'on a ressenti sous la plume des membres de l'Académie catholique. Donc, dans le fond, il ne disait que cela, à vrai dire. C'est comment une institution divine peut-elle être responsable juridiquement? Comment une institution divine peut-elle être traitée, commentée par des gens qui n'en sont pas? C'était le fond de leur reproche. Et je crois que là, Anne Soupa met le doigt sur quelque chose d'extrêmement profond qui évolue, mais on n'est pas au bout de l'évolution. On comprend que l'attente va être énorme à votre égard, celle de votre commission et des personnes qui vous entourent, des personnalités issues de la société civile, disiez-vous, ça c'était important? Très important. Quelque chose qui n'a pas été vu dans la SIAZ et que moi j'ai vécu comme étant extrêmement novatrice et qu'on doit à Jean-Marc Sauvé d'ailleurs, c'est d'avoir réuni et d'avoir composé une commission qui réunissait la société française dans toute sa diversité. C'est-à-dire qu'il y avait des gens d'origine juive, musulmane, protestante, des hommes, des femmes à parité, des tas de membres qui n'étaient rien du tout, c'est pas les convictions qui étaient importantes, mais leurs compétences professionnelles. Je crois pouvoir dire une minorité de catholiques. Donc ça, je crois que ça a beaucoup rassuré les victimes qui au départ croyaient qu'il s'agissait d'une énième commission pour les promener, pour les tromper, pour ne pas dire la vérité. Et donc il a fallu consacrer beaucoup d'énergie et beaucoup de temps d'ailleurs au début pour gagner la confiance des victimes. Je crois que ce que nous avons réussi in fine. On a intitulé cette émission Réhumaniser la justice. C'est aussi ce qui va se jouer, on l'imagine, au sein de cette commission que vous allez présider
idées, Antoine Garapon, cette idée à la fois de devoir, je ne sais pas, rendre justice, peut-être que le magistrat sera là d'un côté, et en même temps l'homme que vous êtes, avec l'importance de remettre de l'humanité dans ces problématiques. Dans les colonnes du Parisien, c'est François Deveau, le cofondateur de La Parole Libérée, qui est un collectif de victimes qui avait révélé notamment les agissements du père Prénat et qui avait inspiré à François Ozon un film à revoir sur ce sujet. Il souligne votre clairvoyance et vous dit affranchi du poids de la religion. C'est étonnant ce terme d'affranchi, un peu à façon Scorsese. Pourquoi affranchi vous l'êtes? Vous venez d'un milieu catholique, vous? Je viens d'un milieu catholique, mais je viens surtout d'un milieu judiciaire et qui a réfléchi sur l'importance de la fonction tierce. C'est ma génération de juges, c'est la génération de Pierre Legendre, c'est la génération de juges qui ont repensé leurs fonctions en fonction de cette place du tiers, la triangulation. Et c'est une place qui n'est pas réservée qu'aux juges, c'est une place que chacun peut exercer à sa manière. Et je dirais que la grande évolution, et c'est une réponse d'ailleurs à l'interrogation d'Anne Soupaz, et pas qu'a franchi la COREF, et qu'ont franchi ensuite les évêques, et qu'il faut souligner, c'est d'accepter qu'un tiers, si on peut dire de manière un peu pompeuse, d'un tiers de justice, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas de l'Église catholique, vont s'intéresser, vont mettre leur nez dans les affaires les plus pénibles, les plus intimes à une institution. Ça, c'est extrêmement courageux. J'espère être à la hauteur de cette tâche, mais ma position, c'est moins une affaire de conviction religieuse personnelle qui n'ont pas grand-chose à voir que l'idée d'occuper pleinement la place du tiers. Voilà, vous avez réussi à vous affranchir de votre propre identité ou de vos propres croyances. Vous ne serez pas jugé parti dans tout ça. En tout cas, c'est ce que vous allez tenter de ne pas être. Mais bien sûr, mais si vous voulez, quand on est juge des enfants, c'était quotidien. Les parents disent toujours, mais monsieur le juge, vous avez des enfants vous-même, peut-être, vous savez ce que c'est qu'un gosse, pourquoi, etc. Et ma réponse était toujours la même. Non, je suis là, je n'ai pas de sexe, pas de religion, je suis là pour appliquer la loi. J'avais mis d'ailleurs disposer les petits codes d'Allos entre les gens et moi pour signifier symboliquement que c'est ce qui est important, c'est la loi. Ce qui m'a valu d'ailleurs de les prendre à travers la figure un certain nombre de fois. Mais voilà, c'est-à-dire que le tiers, il met d'abord en avant une fonction d'écoute, une fonction d'attention, d'accueil, et puis ensuite une place pour aider quoi. Là, ce sont des personnes qui ont été abusées par des prêtres qui appartiennent à une institution. La plupart de ces prêtres sont décédés, mais l'institution, elle demeure. Et elle a quelque chose à dire. Et elle est prête à le dire, d'ailleurs. Et elle est prête aussi à ouvrir son porte-monnaie. Si je puis résumer en une expression qui nous a beaucoup occupé à la SIAZ, être victime d'un abus sexuel par l'Église, c'est une souffrance, bien évidemment, mais plus encore, c'est un empêchement d'être. On ne peut pas accéder à la capacité de construire sa propre vie, à aimer librement, etc. Et donc, semer la mort dans la vie, comme le dit si justement le pape François. Et je crois que la résolution de cet empêchement d'être, il correspond à une diminution d'être un peu de l'institution coupable. D'abord dans sa position d'humilité, dans la reconnaissance des faits, dans la diminution de son patrimoine, dans la diminution aussi de sa réputation. Et c'est tout cela qu'il faut penser et agir ensemble. Antoine Garapon, on imagine que dans cette situation-là, vous allez privilégier l'échange direct, l'échange des paroles aussi, pour aider les justiciables à être. Aujourd'hui, 3000 magistrats et une centaine de greffiers ont signé une tribune qui a été publiée dans Le Monde pour tirer la sonnette d'alarme sur les conditions de travail, de leur profession, de leur métier. Nous ne voulons plus d'une justice qui n'écoute pas et qui chronomètre tout. Il dénonce, comme les jeunes magistrats aujourd'hui aussi, le manque de moyens et un travail sous pression statistique, des jugements rendus avec toujours une demande de réponse pénale accentuée. Comment faire en sorte que la justice puisse et ses professionnels assurer sa mission régalienne et le faire bien, dans des bonnes conditions?
Qu'est-ce qui pêche aujourd'hui pour Qu'est-ce qui vous? pêche? C'est un blocage. Et un blocage qui me semble, en partie, mais c'est pas nouveau, dû à un pouvoir politique, au pouvoir de l'État, qui ne sait pas comment aborder les questions de la justice, et donc qui se trouve dans un face-à-face, de plus en plus stérile avec les juges. Quel est le problème du côté de l'État? C'est d'abord, il est ambivalent à l'égard de juges qui de plus en plus lui causent des tourments, hein, et ça c'est et en même temps un pouvoir politique qui ne réfléchit pas à la justice, il ne sait pas comment l'aborder. Le rapport Thiriez d'il y a quelques mois est tout à fait significatif, c'est-à-dire on ne peut penser à la justice que comme une fonction publique, qu'elle n'est pas. Elle est beaucoup plus que ça. Et comme disent mes collègues, ils passent beaucoup de temps à écouter les gens, ils le font plutôt bien. Et c'est aussi une particularité de leur fonction que d'écouter pour statuer, que ça nous ramène à la discussion précédente. Ce qui caractérise la justice, c'est qu'elle remplit une fonction symbolique. Et ça, le pouvoir ne le comprend pas. Et donc, on est dans ce comment dirais-je, dans ce face-à-face dont il ne sort rien. C'est ce que disait peu ou prou Robert Badinter en 2011 déjà, cette incompréhension presque fondamentale, hein, entre l'État et son corps judiciaire. On l'écoute. Il y a en France, à l'heure actuelle, au sein de l'institution judiciaire, au sein des magistrats, une sorte d'amertume, un malaise profond que je n'ai jamais connu. J'ai eu l'occasion de le dire à des gardes des Sceaux dans les toutes dernières années. Faites attention, le corps judiciaire, les magistrats ressentent le sort qui leur est fait. Ils le ressentent profondément. Et ça, on est injuste avec la justice française. Je le dis, mais fortement. C'est une institution qui n'est pas riche, qui travaille avec de petits moyens. C'est une institution qui assume, autant qu'elle le peut, une tâche considérable. Elle n'a aucune reconnaissance nationale. Moi, je connais beaucoup de magistrats qui travaillent énormément dans un métier difficile. Quand est-ce qu'ils reçoivent des témoignages de satisfaction? Ni dans les sondages, ni du côté le plus souvent de la presse, et encore moins, il faut le dire, à l'heure actuelle, du côté des autorités officielles. Voilà, 2011, il y a 10 ans, un malaise de la profession qui ne date pas d'hier, et ces mots correspondent à la situation que vous semblez percevoir aussi, hein, du malaise de la profession aujourd'hui, Antoine Garapon. Tout à fait. Robert Badinter le dit avec un bonheur d'expression qu'on lui connaît, mais il a tout à fait raison. Alors je crois que les magistrats ont une satisfaction qui leur vient des justiciables. Au-delà des sondages, au-delà de l'opinion que s'en font les politiques, je crois que les magistrats aiment recevoir les gens, les écouter, et qu'ils sont payés de retour. Et c'est bien ça qu'ils ne veulent pas abandonner. Ils veulent continuer à donner à cette fonction judiciaire toute l'humanité qui est indispensable pour sa pleine réalisation. D'où la difficulté peut-être à trouver la solution aujourd'hui. On a l'impression quand même si vous dites que c'est une fonction publique très particulière, que ce malaise de la justice quand même témoigne toujours d'un malaise plus large qui peut toucher aussi les professions de la santé, de l'éducation, de la police, hein, aujourd'hui, d'autres institutions. Tout à fait. Je crois que l'erreur qu'ont fait les politiques ces dernières années, c'est qu'ils ont voulu comprimer sans faire de choix. Comprimer, faire toujours plus avec moins, ce qui à un moment ça devient ridicule, sans faire de véritables choix, de choix politiques et puis de réformes intelligentes. Alors pour la justice, il y en a, il y a beaucoup d'idées de réformes, rendre le procès plus fonctionnel, ne pas empiler cette sorte de feuilleté judiciaire où il y a maintenant 6, 7, 8 juges différents qui interviennent dans un même dossier. Donc il faudrait que le pouvoir politique fasse ce qu'il n'a jamais fait depuis longtemps, de s'efforcer de comprendre la réalité de cette fonction judiciaire et de faire les choix qui lui reviennent, plutôt que de dire on va à chaque fois faire plus avec moins, ou de se polariser sur la responsabilité des juges. Et dans ce sens-là, la nomination du dernier garde des Sceaux a été un très très mauvais message lancé au corps des magistrats. Dans le sens où c'est comme si c'était une domination qui recherchait la confrontation.
Alors c'est cette idée que nous sommes finalement confrontés à un dilemme intenable. Voilà ce que disent les magistrats dans cette tribune parue le 23 novembre dernier dans Le Monde. Juger vite mais mal ou juger bien mais dans des délais inacceptables. Se repose toujours la question du temps. Prendre le temps d'écouter, prendre le temps d'échanger, prendre le temps de juger aussi et de se faire une opinion. Ce temps qui manque, on écoute Maxime Alouz, juge des contentieux de la protection à Compiègne. Nous sommes contraints effectivement d'inciter les justiciables à aller sur des procédures sans audience. Donc ça signifie de ne plus voir les gens, de ne plus les écouter, de ne plus les entendre, et encore pire, de ne plus leur expliquer la décision. Donc c'est quand même un vrai problème, puisque pour que la décision soit comprise, il faut que les personnes aient eu des explications, d'ailleurs dans une motivation claire. Et aujourd'hui, moi, j'ai plus le temps d'expliquer mes décisions, et donc ma crainte, c'est que ma décision ne soit plus acceptée. Et donc derrière tout ça, évidemment, c'est notre pacte social qui est en danger. Maxime Alouz au micro de nos confrères de France Inter, ce juge qui déplore l'absence de temps et le fait d'enlever cette temporalité-là aussi nécessaire. C'est une réduction drastique des contacts humains et des échanges qui se met en place au cœur de l'institution. Il a dit quelque chose de très important, parce qu'il est juge de la protection, et il dit « j'ai pas le temps d'expliquer ma décision aux justiciables ». C'est quoi un juge de la protection ? C'est-à-dire un juge, c'est l'ancien juge d'instance, celui qui s'occupe des personnes, au plus près des personnes, des affaires de tutelle notamment. Et donc, c'est une fonction extrêmement importante, qui est toute, d'ailleurs, comme l'avait dit en son temps Pascal Robert Diard, c'est toute la noblesse de la République que de prêter cette attention à des gens extrêmement, parfois, défavorisés, de les écouter, tenter de leur expliquer. Et de leur expliquer, ça peut pas se faire en 3 minutes. Donc, il faut garder à l'évidence cette fonction humaine et cette dimension humaine des fonctions judiciaires encore une fois, peut-être que le juge en fasse moins, et qu'il en fasse mieux, et qu'il fasse mieux les dossiers qui lui sont confiés, mieux dans le sens où il ait plus le temps de rendre une bonne justice. Alors du coup, il y a une tendance aujourd'hui qui consiste, pour désengorger les tribunaux, à en passer par le numérique, à faire de ce qu'on appelle de la téléjustice. Qu'est-ce que c'est le numérique appliqué à la justice aujourd'hui, Antoine Garapon ? Alors, c'est plusieurs choses. Je crois qu'il faut tout de suite exclure une idée un peu naïve, un peu stupide, mais qui a régné il y a quelques années, de croire que les robots, les ordinateurs, les algorithmes allaient nous juger. Non, ça c'est une illusion, parce que les juges doivent traiter des passions humaines, et les passions humaines, c'est ce qu'il y a de plus délicat et ce qui réclame le plus d'intervention humaine. Donc on peut exclure cette dimension de la justice prédictive. Alors ensuite, on a vu pendant le confinement une justice rendue sur écran, et c'est d'ailleurs extrêmement intéressant, parce que je pense que c'est un pis-aller, mais ça peut pas remplacer l'audience, sauf pour des choses qui sont tout à fait comment dirais-je, sans véritable enjeu. Peut-être dans ces cas-là, le juge pourrait se dispenser, et d'autres acteurs pourraient faire ces notifications, etc. Et puis, la troisième idée, qui est pour moi alors la plus féconde, c'est de mieux comprendre avec les instruments numériques qui ont été mis en place par le ministère de la Justice, et de pouvoir faire des logiciels d'aide à la décision pour les juges et les autres professionnels du droit, mais pour aider à mieux juger en travaillant sur la masse énorme et extrêmement intéressante à exploiter des données que le ministère de la Justice réunit sur l'activité judiciaire. Pour le dire en un mot, je crois qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de start-up qui s'occupent de la justice, avec des intérêts qui croisent parfois ceux de la justice, mais pas toujours. Et ce qu'il faudrait, c'est qu'on ait un ministère qui occupe véritablement, qui s'empare de l'instrument numérique pour construire des logiciels qui aident, qui améliorent les juges. Qui améliorent les juges
qui améliore les juges. Et qui améliore le travail des juges. Pardon, j'ai été trop vite. Mais dans le sens d'une, dans l'esprit public et pas dans celui de une sorte de productivité commerciale de la justice. Alors, dans ce nouvel essai qui paraît après Justice, la justice digitale, Antoine Garapou, que vous co-signez avec Jean Lassègue, le numérique contre le politique, vous ouvrez une réflexion sur la numérisation du monde et vous montrez comment elle a bougé les lignes. Qu'est-ce que vous entendez d'abord pour comprendre par la défaite de l'espace? Parce que c'est aussi ce rapport, pas simplement au temps, mais à l'espace que vous questionnez dans ce livre. Bien sûr, c'est parce que il se passe quelque chose d'incroyablement profond, qui est le fait qu'on a, avec le numérique, on a une performativité qui ne passe plus par l'espace. On a des normes, mais qui passent par le calcul. Et le calcul, un calcul d'ailleurs qui se produit totalement hors espace. C'est de l'arithmétique, c'est de l'algèbre, c'est plus de la géométrie. Et finalement, on cherche à comprendre le fond de cette évolution. Le fond de cette évolution, c'est une crise de l'espace. C'est une crise de l'espace. On peut prendre l'exemple, on a parlé des écrans et des écrans et de l'audience réelle dans un espace et de l'audience déspatialisée, on pourrait dire. Il y a des fondamentaux de l'audience qui changent. Plus personne n'a une place assignée sur l'écran. Elle peut bouger tout le temps. Et puis elle bouge au gré soit des utilisateurs, soit de l'algorithme. On ne sait pas pourquoi. Et il y a cette réalité de l'écran que les auditeurs connaissent bien et qui me semble extrêmement significative, c'est qu'il y a des regards parallèles. Alors que l'audience, c'est de regarder un objet commun, celui du procès, celui des pièces à conviction, celui qui parle. Et là, il y a des regards parallèles. Tout le monde est à plat sur un écran, et c'est une illustration de ce que c'est que d'un risque qui guette nos démocraties de ne plus avoir d'horizon commun. Voilà, et plus de dimensions aussi. Et plus de dimensions. L'écran aplani, en fait, alors, aussi, ces échanges. On a parlé beaucoup de la rencontre humaine, aussi bien pour la SIAZ que pour la commission que pour la justice. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la coprésence devant un tiers de justice, pour prendre l'expression de Lévinas, ça veut dire que la présence de quelqu'un en face de soi oblige. La présence d'autrui m'oblige, et je ne vais pas me comporter de la même manière si j'ai une personne en face de moi ou si j'ai une effigie sur un écran. Et donc, on le voit aujourd'hui pour les réseaux sociaux qui apportent énormément de bienfaits à nos démocraties, et en même temps qui montrent ce que c'est que ces échanges sans interlocution. On parle, mais à qui parle-t-on? À soi-même. On dit, mais on dit quoi? On dit une parole publique, on dit quelque chose de très intime. Et on voit cette difficulté dans des phénomènes comme aussi importants et déterminants que MeToo, par exemple. On voit une parole qui à la fois dénonce, accuse, prouve, juge, exécute en quelque sorte. Donc qui a perdu cette temporalité, cette spatialisation qui fait la nature même du processus judiciaire et du procès. Quelque chose d'assez unidirectionnel aussi. Unidirectionnel, et puis cette séparation de la parole et de l'action. C'est pas par hasard qu'on parle d'action en justice. On parle d'action en justice. Là, il y a une dissociation entre la parole et l'action, entre le logos et la praxis. Et on pense que de parler, ça va suffire pour changer les choses. Mais je crois que les affaires de justice, comme toutes les affaires humaines, elles demandent à la fois de se rencontrer et puis du temps pour mûrir les arguments et accepter une décision. Et là, vous le montrez bien, le procès, par exemple, part toujours de l'agencement particulier d'un lieu, d'une organisation de l'espace qui est pensée pour que la parole s'échange. Le numérique, dites-vous, Antoine Garapon, avec votre co-auteur, ce n'est pas un nouvel espace, ce sont des lignes d'écriture, du code, du calcul. Comment cette irruption-là va ou pourrait bouleverser à long terme l'idée même de justice? Sa pratique, on l'a vu un peu, mais l'idée même. La justice, en fait, c'est intéressant parce que c'est vraiment le fond le fond du code de 1804 et Napoléon qui a véritablement fondé nos institutions. C'est un échange entre l'écriture de la loi et la lecture de la loi
par les citoyens. Et le code a été écrit d'une manière qui était lisible et qui pouvait lui permettre de s'organiser pour observer la loi. Et le propre de cette écriture numérique, c'est que précisément, elle n'est plus lisible. C'est une lecture qui n'est que calcul. C'est une suite de nombres qui n'exprime rien. Et donc, le décrochage vient de là. Le croisement entre une écriture et la lecture, ça crée un espace public, pas une suite de nombres. Est-ce que ça va créer cet espace qui ne serait plus le socle de la normativité? C'est un monde sans, en tout cas c'est un monde comme tel que vous le décrivez. Vous racontez des règles sans espace, des paroles sans interlocution, une société sans récit. C'est vers ça qu'on tend? C'est un risque. Vous voyez, par exemple, aujourd'hui, les dossiers sont dématérialisés. Et ça veut dire qu'on a des masses de dossiers. Comment circuler dedans? Et on va circuler par mots-clés. Et par mots-clés qui vont permettre de... Et en réalité, la démarche cognitive même d'une affaire évolue. C'est étudié, on l'a. On n'aborde plus un dossier comme un récit, comme une histoire. On l'aborde comme une suite de problèmes à résoudre dans lequel on va pouvoir se repérer par des mots-clés. Donc le changement, il est très profond. Il est très profond. Et par exemple, il y a un logiciel aux États-Unis qui calcule de manière assez sophistiquée et qui n'est pas du tout ridicule d'un point de vue mathématique d'ailleurs, la probabilité de récidive. Et donc, on dit aux juges, la question, c'est plus d'appliquer la loi, c'est de protéger les citoyens en garantissant le maximum de sécurité, et donc en décidant de peines de prison d'une longueur accordée à leur dangerosité. On est très très loin de la loi comme ce qui construit un espace public avec ce pacte social. On est dans une efficacité, on est dans une réduction fonctionnaliste du juge qui nous semble préoccupante. Et d'ailleurs, pas uniquement à nous, et nos collègues juges américains résistent pour la plupart d'entre eux en disant non, on n'est pas là pour ça. Mais on voit donc ce risque. Et alors là, c'est ça une société sans récit. C'est-à-dire, on va intervenir en repérant la physionomie, par exemple, qui, dans un précédent célèbre à l'université de Stanford, permet de prédire l'orientation sexuelle. Mais quelle part reste-t-il à la parole ? Quelle part reste-t-il à la parole? Comment faire un monde avec du sang, plutôt le penser, l'imaginer avec ce pacte social qu'on a évoqué, ou comment réhumaniser la justice et pas que. Merci beaucoup à vous, Antoine Garapon, d'avoir été autour de cette grande table avec Jean Lassec. Vous signez donc au PUF le numérique contre le politique. Ça va au-delà de la question de justice, mais je vous remercie d'être venu la cerner aujourd'hui avec nous. Un grand merci à toute l'équipe de la grande table, à Lucas Bretonnier avec Marceau Vassy pour la grande table des idées aujourd'hui, à Henri Leblanc avec Osana Chauvin pour la grande table culture. Merci à Oriane Delacroix également et à Marie Fraboulet. À la réalisation aujourd'hui, c'était Félicie Faugère.